Dans le monde feutré des musées, une historienne de l'art est une paria. Son corps réagit à la beauté des chefs-d'œuvre par des malaises si violents qu'on lui a interdit de les approcher. Mais lorsqu'un tableau perdu, attribué à un grand maître, est découvert, sa réaction physiologique extrême, considérée comme une crise d'hystérie, devient la seule preuve capable de distinguer l'original de la contrefaçon. C'est une histoire où le corps, et non l'œil, devient le juge ultime de l'authenticité. Si vous aimez les récits où une vulnérabilité se révèle être un don extraordinaire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde d'Élise Beaumont était un monde de beauté insupportable. Historienne de l'art de génie, dotée d'une connaissance encyclopédique de la peinture flamande du XVIIe siècle, elle portait en elle une singularité qui avait transformé sa passion en une malédiction. Élise était atteinte d'une forme extrême et non classifiée du syndrome de Stendhal. Pour elle, la contemplation d'un chef-d'œuvre n'était pas une expérience purement intellectuelle ou émotionnelle. C'était un événement physiologique, une agression. Face à une œuvre d'une grande puissance, son corps réagissait de manière violente et incontrôlable. Son rythme cardiaque s'emballait, passant de 60 à 180 pulsations par minute en quelques secondes. Une sueur froide perlait sur son front. Sa vision se rétrécissait en un tunnel, les couleurs devenant d'une intensité aveuglante. Elle était prise de vertige, de nausées, et parfois s'évanouissait. Son corps, pour une raison que les médecins ne comprenaient pas, semblait incapable de faire la différence entre la beauté esthétique et une menace mortelle. Cette condition avait brisé sa carrière. Jeune et brillante conservatrice au Rijksmuseum d'Amsterdam, elle était promise à un avenir radieux. Mais un jour, alors qu'elle était seule dans une salle, examinant de près la ronde de nuit de Rembrandt, son corps l'avait trahie. Elle s'était effondrée, victime d'une crise de tachycardie si sévère qu'on l'avait transportée aux urgences. L'incident s'était répété. Devant un Vermeer, puis un Rubens. Le diagnostic, bien que flou, avait été sans appel. Elle était un danger pour elle-même, et potentiellement, pour les œuvres qu'elle était censée protéger. On lui avait interdit l'accès aux salles d'exposition non surveillées, puis aux réserves. Sa carrière de conservatrice, un métier qui exigeait une proximité intime avec les œuvres, était terminée. Elle était devenue une paria dans le monde de l'art, une figure de pitié et de moquerie. La femme qui s'évanouit devant les tableaux. Elle s'était donc exilée, non pas géographiquement, mais sensoriellement. Elle vivait maintenant une vie de recluse dans son appartement parisien, un lieu rempli de livres, de catalogues et de reproductions. Elle continuait son travail de recherche, écrivant des articles brillants, des monographies qui faisaient autorité. Mais elle ne travaillait plus qu'à partir d'images, de photographies, d'ombres. Les reproductions, heureusement, ne déclenchaient chez elle qu'une version atténuée de ses symptômes, un léger vertige, une accélération modérée du pouls, des sensations qu'elle avait appris à gérer. C'était une vie de frustration, une vie de presque. Elle était comme un grand chef qui aurait perdu le sens du goût et qui ne cuisinerait plus qu'à partir de recettes. Elle connaissait l'art, mais elle ne pouvait plus le ressentir dans sa plénitude dangereuse. Elle se consacra corps et âme à l'étude d'un peintre en particulier, un maître hollandais moins connu que Rembrandt ou Vermeer, mais que beaucoup d'experts considéraient comme leur égal, Matthijs van der Meer. Son œuvre était rare, une trentaine de tableaux seulement lui étant attribués avec certitude. Et il y avait son chef-d'œuvre perdu, une peinture légendaire connue seulement par des descriptions et des esquisses, La jeune fille à la lettre oubliée. Ce tableau était le Graal des historiens de l'art, une œuvre dont la disparition au XVIIIe siècle restait l'un des plus grands mystères du monde de l'art. Élise avait passé des années à étudier la vie et la technique de Van der Meer. Elle connaissait chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur, chaque secret de sa composition. Elle rêvait de ce tableau perdu, l'imaginant, le reconstruisant mentalement. C'était une passion sûre, une passion sans danger, car le tableau, après tout, n'existait plus. Elle se trompait. La nouvelle éclata un lundi matin, provoquant un séisme dans le monde de l'art. Un petit commissaire-priseur de province, en expertisant le contenu d'un vieux manoir en Touraine, avait découvert, dans un grenier poussiéreux, un petit tableau non signé, représentant une jeune femme lisant une lettre près d'une fenêtre. L'œuvre, bien que sale et couverte d'un vernis jauni, était d'une qualité et d'une beauté exceptionnelles. Les premières expertises, menées dans le plus grand secret, dépassèrent toutes les espérances. L'analyse du bois du panneau, de la toile, des pigments, tout correspondait à l'époque et à la technique de Matthijs van der Meer. Le sujet, la composition, la lumière, tout correspondait aux descriptions de la jeune fille à la lettre oubliée. Le monde de l'art retint son souffle. Après des semaines d'analyse et de contre-expertise, la confirmation tomba, le chef-d'œuvre perdu avait été retrouvé. Ce fut un événement mondial. Les plus grands musées du monde se lancèrent dans une bataille d'enchères féroces. Mais c'est le Louvre, grâce à une intervention discrète du gouvernement français qui le déclara trésor national, qui remporta la mise.
Le tableau allait entrer dans les collections nationales. Élise suivit toute l'affaire avec une fascination et une angoisse mêlées. Elle était, sans aucun doute, la plus grande experte mondiale de Van der Meer. Les journalistes, les chaînes de télévision, tous la contactèrent pour avoir son avis. Elle donna des interviews par téléphone, analysant les photographies haute résolution du tableau avec une précision qui stupéfia tout le monde. Elle confirma ce que les autres experts disaient, mais elle alla plus loin. Elle identifia des détails de la technique, des repentirs, des changements de composition, visibles sous la couche de peinture, qui était la signature indubitable du maître. Mais au fond d'elle, elle ressentait une frustration immense. Elle parlait du nombre, d'une photographie. Elle n'avait pas vu le tableau. Elle n'avait pas ressenti sa présence. Le conservateur en chef du département des peintures du Louvre, un homme ambitieux et un peu pompeux nommé Alain Dubois, devint le visage public de la découverte. Il donna une grande conférence de presse, se pavanant devant l'œuvre, expliquant avec une assurance arrogante les preuves scientifiques de son authenticité. Il cita les analyses au rayon X, la réflectographie infrarouge, l'analyse chromatographique des pigments. La science a parlé, déclara-t-il. Il n'y a absolument aucun doute. C'est bien l'œuvre de Van der Meer. Dubois, qui connaissait la réputation d'Élise, et qui avait peut-être un peu peur de son expertise qui dépassait la sienne, l'ignora superbement. Il ne la consulta pas, ne la cita pas. Il voulait que cette découverte soit la sienne, celle du Louvre, celle de la science dure, et non celle d'une historienne de l'art hystérique. Élise fut blessée par ce mépris, mais elle était plus préoccupée par autre chose. Une question la hantait. Une question que personne d'autre ne semblait se poser. L'histoire de l'art est remplie d'histoires de faux, de copies si parfaites qu'elles ont trompé les plus grands experts pendant des décennies. Les analyses scientifiques, bien que puissantes, ne sont pas infaillibles. Un faussaire de génie, utilisant des matériaux d'époque, pourrait-il créer une imitation parfaite? La science pouvait-elle vraiment tout voir? Ou y avait-il autre chose? Une sorte de force vitale, d'aura, une qualité intangible que seule une sensibilité extrême pouvait percevoir? Elle savait que cette pensée relevait plus du mysticisme que de la science. Mais elle ne pouvait s'en empêcher. Elle sentait, avec une force irrésistible, qu'elle devait voir ce tableau. Elle devait se tenir devant lui. Elle devait le ressentir, même si cela risquait de la tuer. La décision de se rendre au Louvre fut l'une des plus difficiles de la vie d'Élise. C'était un acte de pure folie, une confrontation délibérée avec ses propres démons. Son médecin le lui avait formellement interdit. « Élise, vous le savez, lui avait-il dit au téléphone, sa voix pleine d'une inquiétude sincère. Une réaction aussi forte que celle que vous avez eue à Amsterdam pourrait, cette fois, être fatale. Votre cœur ne le supporterait pas. N'y allez pas. » Mais la force qui la poussait vers ce tableau était plus puissante que la peur de la mort. C'était le pèlerinage de toute une vie. Van der Meer était son maître, son compagnon intellectuel depuis 20 ans. Ne pas aller voir son chef-d'œuvre retrouvé aurait été une forme de trahison, une négation de tout en quoi elle croyait. Elle se prépara pour cette épreuve comme un soldat se prépare pour une bataille. Elle ne pouvait pas simplement acheter un billet et faire la queue avec les touristes. L'exposition au public ne serait que dans un mois. Elle devait le voir avant, dans des conditions plus calmes. Elle utilisa l'une de ses dernières connexions dans le monde de l'art, une vieille amie qui travaillait au service des expositions du Louvre, pour obtenir une invitation à la présentation privée réservée aux conservateurs, aux historiens de l'art et aux grands mécènes. L'événement devait avoir lieu dans 3 jours. Elle commença un protocole de préparation rigoureux. Elle augmenta la dose de ses bêta-bloquants, des médicaments conçus pour ralentir son rythme cardiaque. Elle passa des heures chaque jour à pratiquer des techniques de méditation et de respiration, essayant d'apprendre à contrôler les réactions de son corps par la force de son esprit. Elle essaya de se désensibiliser, en regardant des reproductions de haute qualité du tableau sur son grand écran d'ordinateur, encore et encore, essayant d'habituer son système nerveux à la beauté de l'œuvre. Mais c'était inutile. Même l'image numérique, l'ombre de l'œuvre, provoquait en elle une accélération de son pouls et un léger vertige. Elle savait que la confrontation avec l'original serait d'une toute autre magnitude. Le jour de la présentation, elle se sentit comme une condamnée à mort marchant vers l'échafaud. Elle choisit ses vêtements avec soin, une tenue sobre, noire, pour ne pas attirer l'attention. Elle ne se maquilla pas. Elle voulait être aussi neutre, aussi invisible que possible. Elle arriva au Louvre, son cœur battant déjà la chamade. L'entrée par le pavillon des chercheurs, loin de la foule de la pyramide, était un soulagement. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était tout aussi intimidante. La présentation avait lieu dans la salle de la chapelle, une pièce aux murs sombres et au plafond haut, réservée aux expositions les plus prestigieuses. Une centaine de personnes étaient présentes, le gratin du monde de l'art parisien.
L'air était chargé de chuchotements feutrés, du parfum du luxe et de l'arrogance intellectuelle. Élise se sentit immédiatement mal à l'aise. Elle reconnut de nombreux visages, des anciens collègues, des rivaux, des critiques qui avaient autrefois loué son travail avant de la rejeter. Elle vit leur regard se poser sur elle, un mélange de surprise, de pitié et de curiosité morbide. « Que fait-elle ici » semblaient-ils tous penser. « Va-t-elle nous faire une de ces crises ?» Elle se fit la plus petite possible, se tenant près d'un mur, essayant de contrôler sa respiration, de ralentir son cœur qui menaçait de s'emballer avant même qu'elle n'ait vu le tableau. Le tableau lui-même était caché sur un chevalet, recouvert d'un grand drap de velours pourpre. Le conservateur en chef, Alain Dubois, monta sur une petite estrade. Il se lança dans un discours long et pompeux, racontant à nouveau l'histoire de la découverte, détaillant les preuves scientifiques de l'authenticité, se félicitant lui-même et le Louvre pour cette acquisition historique. Élise n'écoutait pas ces mots. Elle regardait le drap de velours. Elle pouvait presque sentir la présence du tableau derrière, une sorte de rayonnement, une énergie qui semblait déjà l'atteindre. Enfin, Dubois conclut son discours. « Et maintenant, mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix théâtrale, sans plus attendre, je vous présente la jeune fille à la lettre oubliée de Mathis van der Meer. » Il tira sur une cordelette, et le drap de velours glissa au sol, révélant l'œuvre. Il y eut un soupir collectif d'admiration dans la salle. Le tableau était encore plus beau que sur les photographies. Il était petit, intime. Il représentait une jeune femme, de profil, debout près d'une fenêtre, lisant une lettre. La lumière, cette fameuse lumière de Van der Meer, semblait venir non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de la peinture elle-même, caressant le visage de la jeune femme, illuminant les perles de son collier, se reflétant sur le velours de sa robe. C'était une scène d'une tranquillité et d'une mélancolie infinie. Mais pour Élise, la vision ne fut pas paisible. Ce fut une explosion. Au moment précis où ses yeux se posèrent sur le tableau, son corps réagit avec une violence qu'elle n'avait jamais connue. Ce ne fut pas une montée progressive. Ce fut un coup de foudre, une décharge électrique. Son cœur ne s'accéléra pas, il sembla exploser dans sa poitrine, passant instantanément à un rythme frénétique et chaotique. L'air lui manqua, comme si un point invisible venait de la frapper au plexus solaire. Sa vision se rétrécit en un point lumineux, les couleurs du tableau devenant d'une saturation insoutenable, le jaune du corsage de la jeune femme un soleil en fusion, le bleu de la nappe un abîme de cobalt. Elle sentit ses genoux se dérober. Elle essaya de s'agripper au mur, mais ses mains ne lui obéissaient plus. La dernière chose qu'elle entendit avant de sombrer dans l'inconscience fut le cri de quelqu'un qui avait remarqué sa chute, un cri qui semblait venir de très, très loin. La confrontation silencieuse s'était terminée par une défaite totale. L'évanouissement d'Élise provoqua une commotion dans la salle feutrée. Son corps frêle, affalé sur le parquet ancien, était une note discordante et macabre dans la cérémonie de célébration de l'art. Les murmures d'admiration laissèrent place à des exclamations de surprise et d'inquiétude. Le conservateur, Alain Dubois, fut le premier à réagir, son visage un masque d'agacement et de colère. L'incident ruinait son moment de gloire. « Sortez-la d'ici » ordonna-t-il à voix basse à la sécurité. Discrètement. Mais il était trop tard. Les secours du musée, puis une équipe de vrais urgentistes, furent appelés. Ils entourèrent Élise, lui prirent son pouls, lui posèrent un masque à oxygène. Son nom commença à circuler dans la salle. C'est Élise Beaumont. La femme qui ne supporte pas l'art. Je savais qu'elle n'aurait pas dû venir. Ses anciens collègues la regardaient avec un mélange de pitié et d'une sorte de satisfaction malsaine, comme si sa crise confirmait leur jugement sur sa fragilité. Elle fut transportée à l'infirmerie du musée, un petit espace stérile et sans âme. Lorsqu'elle reprit conscience, une jeune femme se tenait à son chevet. C'était une interne en médecine, qui faisait son stage aux urgences et qui avait accompagné l'équipe. « Vous vous sentez mieux ?» demanda-t-elle doucement. Élise hocha la tête, un sentiment de honte et d'humiliation la submergeant. Elle avait échoué. Elle avait prouvé à tout le monde qu'ils avaient raison. Elle était instable, hystérique. Votre rythme cardiaque était à plus de 200 pulsations par minute, continua la jeune médecin en consultant ses notes. C'est une tachycardie supraventriculaire. Nous vous avons fait un électrocardiogramme. C'est assez spectaculaire. Avez-vous des antécédents cardiaques? Non, murmura Élise. Seulement, quand je regarde l'art. La médecin la regarda, perplexe. Elle avait entendu parler du syndrome de Stendhal, mais elle le considérait comme une sorte de mythe, une réaction psychosomatique. La réaction physique d'Élise, qu'elle avait mesurée, était bien réelle. Ce n'était pas dans sa tête. C'était dans son cœur. Alors qu'Élise se reposait, son esprit commença à analyser ce qui s'était passé. Elle essaya de disséquer sa propre réaction,
avec la même rigueur qu'elle aurait appliquée à un tableau. Et elle réalisa que cette crise avait été différente des précédentes. Différente non seulement en intensité, mais en nature. Ces autres crises avaient été des montées d'angoisse, une surcharge émotionnelle qui se traduisait physiquement. Mais cette fois, c'était plus primal. C'était comme une réaction allergique, une réponse chimique. C'était comme si son corps n'avait pas réagi à la beauté de l'image, mais à la peinture elle-même. Ce n'était pas seulement la beauté, dit-elle à voix haute, plus pour elle-même que pour la médecin. C'était autre chose. Une présence. Une sorte de signature chimique. Comme si mon corps avait senti quelque chose que mes yeux ne pouvaient pas voir. La jeune médecin la regarda avec une compassion prudente, pensant probablement qu'elle délirait encore. Mais une autre personne avait entendu. Une jeune conservatrice stagiaire du Louvre, nommée Sophie, qui avait été chargée d'accompagner Élise et de s'assurer qu'elle allait bien. Sophie était une grande admiratrice du travail d'Élise. Elle avait lu tous ses articles, et elle était l'une des rares à ne pas la considérer comme une folle, mais comme une génie incomprise. Les mots d'Élise, signature chimique, piquèrent sa curiosité. « Que voulez-vous dire par là » demanda-t-elle timidement. Élise essaya d'expliquer, ces mots encore un peu confus. Van der Meer. Il était un alchimiste autant qu'un peintre. Il expérimentait. Il mélangeait ses propres vernis, ses propres huiles. Il y a des lettres où il parle d'ingrédients secrets, des résines, des baumes, des choses que personne n'a jamais pu identifier. Et si le tableau contenait une substance organique, à laquelle mon corps a réagi? L'idée semblait folle. Mais la violence de la réaction d'Élise, un fait médicalement documenté, était une anomalie qui ne pouvait pas être facilement écartée. C'était un détail inutile qui ne collait pas avec l'histoire officielle. Sophie, la jeune stagiaire, sentit une lueur d'excitation. Et si Élise avait raison? Et si le corps de cette femme était un détecteur, un instrument scientifique d'une sensibilité unique? Un doute, un tout petit doute, venait d'être semé. Un doute sur la perfection et la complétude des analyses scientifiques qui avaient authentifié le tableau. Le lendemain, l'incident de la veille était déjà le sujet de toutes les conversations dans le monde de l'art. La plupart des gens y voyaient la confirmation tragique de l'instabilité d'Élise Beaumont. Alain Dubois, le conservateur en chef, était furieux. Il interdit à quiconque au Louvre de parler de l'incident, de peur que cela ne ternisse l'image de sa précieuse acquisition. Il voulait que l'affaire soit oubliée, classée. Mais pour Sophie, la jeune stagiaire, c'était impossible. Les paroles d'Élise, une signature chimique, la hantaient. Poussée par un mélange d'admiration pour Élise et de curiosité scientifique, elle décida de mener sa propre enquête, en secret. Elle commença par récupérer une copie de tous les rapports d'analyse qui avaient été effectués sur la jeune fille à la lettre oubliée. Elle les étudia pendant des heures, dans la solitude de son petit bureau. Les rapports étaient impressionnants. La radiographie montrait une composition sous-jacente parfaitement cohérente avec les autres œuvres de Van der Meer. L'analyse des pigments par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, CGSM, avait identifié tous les pigments utilisés comme étant typiques du XVIIe siècle hollandais, blanc de plomb, jaune de Naples, outre-mer naturelle, etc. L'analyse du panneau de chêne par dendrochronologie avait daté le bois aux alentours de 1650. Tout était parfait. Trop parfait, peut-être. Elle appela Élise. Au début, Élise était réticente, craignant de causer plus de problèmes à la jeune femme. Mais la passion de Sophie était contagieuse. Elles commencèrent à travailler ensemble, par téléphone et par email crypté, comme deux conspiratrices. Élise, depuis son appartement, la guidait, utilisant sa connaissance encyclopédique de Van der Meer. « Regardez les rapports sur les liants et les vernis » insista Élise. « C'est là que se cache son secret. Les pigments sont faciles à imiter pour un bon faussaire. Mais les médiums, c'est sa signature la plus intime. » Sophie retourna au rapport. L'analyse des liants avait conclu à l'utilisation d'huile de lin, ce qui était standard. L'analyse du vernis avait identifié de la résine de dammar, un vernis commun. Il n'y avait aucune anomalie. Ils n'ont pas cherché au bon endroit, dit Élise. Leurs analyses sont conçues pour trouver ce qu'elles s'attendent à trouver. Elles cherchent des composés connus. Mais Van der Meer, j'en suis convaincu, utilisait quelque chose d'inconnu, quelque chose d'organique, d'exotique. Il faut chercher une molécule que personne d'autre ne chercherait. Mais comment faire? Toutes les analyses officielles étaient terminées. Dubois ne commanderait jamais de nouveaux tests sur la base des délires d'Élise. Il leur fallait un échantillon. Un minuscule échantillon, qu'elle pourrait faire analyser par un laboratoire indépendant. L'idée était incroyablement risquée. Prélever un échantillon d'un chef-d'œuvre du Louvre, même un échantillon microscopique,
était un crime, un sacrilège. Sophie était terrifiée. Mais Élise réussit à la convaincre. « C'est pour la vérité, lui dit-elle. L'art mérite la vérité. » Sophie passa les jours suivants à préparer son opération. Elle savait qu'elle n'aurait qu'une seule chance. Le tableau était maintenant conservé dans l'atelier de restauration du Louvre pour une légère retouche avant son exposition publique. C'était un environnement de haute sécurité, mais elle y avait accès en tant que stagiaire. Elle utilisa un prétexte, devoir prendre des photographies en haute résolution pour le catalogue, pour se retrouver seule avec le tableau pendant quelques minutes. Le cœur battant, elle s'approcha de l'œuvre. Elle utilisa une microspatule de chirurgien pour prélever un échantillon infinitésimal, pas plus gros qu'un grain de sable, sur le bord du tableau, une zone où la perte serait invisible. Elle plaça le minuscule échantillon dans une fiole stérile. Elle avait sa preuve. Maintenant, il fallait la faire parler. Sophie savait qu'elle ne pouvait pas utiliser les laboratoires du Louvre. Elle se tourna vers un ami, un jeune chercheur en biochimie qui travaillait dans un laboratoire universitaire à Jussieu, un laboratoire spécialisé dans l'analyse de composés organiques complexes. Elle lui raconta une version édulcorée de l'histoire, disant que l'échantillon provenait d'une peinture de famille et qu'elle voulait en connaître la composition par curiosité. L'ami, intrigué, accepta de l'aider. Il plaça le minuscule échantillon dans la machine la plus puissante de son laboratoire, un spectromètre de masse à temps de vol avec ionisation par désorption laser assistée par matrice, mal dit TOF, un nom barbare pour un appareil capable d'identifier des molécules organiques complexes avec une précision inégalée. L'analyse ne prit que quelques heures. Lorsque l'ami de Sophie l'appela, sa voix était pleine d'une excitation et d'une incrédulité totale. « Sophie, d'où vient cet échantillon ? C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. » Il lui expliqua. L'analyse avait bien trouvé les composants attendus d'un vernis ancien. Mais elle avait aussi trouvé autre chose. Une molécule. Une molécule organique complexe, un alcaloïde, dont la structure ne correspondait à rien de connu dans les bases de données des pigments ou des résines de peinture. Mais elle correspondait, de manière quasi parfaite, à un composé trouvé dans une seule et unique source dans la nature. Une orchidée extrêmement rare, la coriandre vasquezi, qui ne pousse que dans une région très reculée de la forêt amazonienne péruvienne. Sophie sentit un frisson la parcourir. C'était la signature chimique qu'Élise avait sentie. Elle transmit l'information à Élise. Pour Élise, ce fut le moment de l'Eureka. Elle se plongea dans ses propres archives, dans ses années de recherche sur Van der Meer. Et elle le trouva. Un détail qu'elle avait noté il y a des années, mais dont elle n'avait jamais compris la signification. C'était une référence, dans une lettre de Van der Meer à son frère, un botaniste qui voyageait beaucoup. Il y parlait avec enthousiasme d'un vernis miraculeux que son frère lui avait envoyé des Indes occidentales, un vernis fait à partir d'une fleur qui saigne et qui, disait-il, donnait à ses couleurs une luminosité et une profondeur semblables à la vie elle-même. C'était ça. Le secret de Van der Meer. Son ingrédient magique, c'était un extrait de cette orchidée rare, un composé que seul son frère botaniste aurait pu lui fournir. C'était une signature que personne, absolument personne, n'aurait pu deviner. Un faussaire, même le plus brillant, aurait utilisé les pigments et les vernis de l'époque. Ils n'auraient jamais pu recréer cette formule unique et personnelle. Elles avaient leurs preuves. Une preuve irréfutable, scientifique, historique. La réaction physique d'Élise n'était pas une crise d'hystérie. C'était une réaction biochimique. Son corps, d'une manière encore inexpliquée, avait réagi à la présence de cet alcaloïde exotique. Son syndrome était un détecteur de Van der Meer. Armés de leur découverte, Élise et Sophie demandèrent une réunion d'urgence avec Alain Dubois et la direction du Louvre. Dubois accepta, à contre-cœur, agacé par leur insistance. La réunion eut lieu dans son bureau somptueux. L'atmosphère était glaciale. « J'espère que vous avez une bonne raison pour cela, » commença Dubois. Sophie, la jeune stagiaire, prit la parole, sa voix tremblante mais déterminée. Elle présenta les résultats de l'analyse du laboratoire de Jussieu, les graphiques du spectromètre de masse, l'identification de l'alcaloïde de l'orchidée. Puis, Élise prit le relais. Elle présenta ses propres recherches, la lettre de Van der Meer, la connexion avec son frère botaniste. Elle expliqua comment cette signature organique était la preuve ultime de l'authenticité de l'œuvre. Dubois écouta, son visage passant lentement de l'arrogance à l'incrédulité, puis à une stupéfaction totale. Il regarda les rapports, puis Élise. Son monde de certitude scientifique était en train de s'effondrer. Il avait basé toute son authentification sur des analyses standards, sans jamais penser à chercher l'inattendu. Il comprit que la véritable expertise ne résidait pas seulement dans les machines, mais dans la connaissance profonde, dans l'intuition, dans la capacité à poser les bonnes questions. Il était vaincu. Il ordonna immédiatement une nouvelle série de tests,
qui confirmèrent la présence de l'alcaloïde. L'histoire fit l'effet d'une bombe. La jeune fille à la lettre oubliée n'était pas seulement authentique, elle était encore plus précieuse, car elle contenait le secret perdu de la technique de son créateur. Sa valeur et sa renommée furent décuplées. Élise Beaumont, la paria, la femme hystérique, devint une héroïne. Le monde de l'art, qui l'avait rejetée, la célébra. On la salua comme la seule personne qui, par sa sensibilité unique, avait pu sentir la vérité. Sa condition n'était plus vue comme une maladie, mais comme un don, une forme de perception supérieure. Le Louvre, pour se racheter, lui offrit un poste unique, créé spécialement pour elle, consultante en authentification sensorielle. Son travail consisterait à utiliser sa réaction physiologique comme un nouvel outil, un biocapteur pour aider à l'authentification des œuvres d'art. Elle accepta. Sa réhabilitation était complète. Quelques jours plus tard, elle se retrouva à nouveau seule dans la salle de la chapelle, face au tableau. Mais cette fois, elle n'avait pas peur. Elle le regarda, et son cœur se mit à battre plus vite, mais ce n'était plus une arythmie de panique. C'était un rythme de communication, un dialogue silencieux entre la femme qui ressentait trop et l'œuvre d'art qui avait trop à dire. Et pour la première fois, elle sourit, en paix avec son cœur et avec le pinceau du maître.